Le faux jeune maître m'a enchaîné à un système de vœux, mais peu importe ce que je souhaitais, il en recevait toujours le double. Son rêve était d'utiliser ce système pour se la couler douce et atteindre les sommets sans le moindre effort, tout en me gardant écrasé sous sa botte pour que mes parents biologiques m'abandonnent complètement. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que je n'allais pas jouer selon ses règles. Je souhaite pouvoir dormir 8 heures chaque jour. Cette nuit-là, le faux jeune maître est tombé dans un coma de 6 heures. Juste après, j'ai formulé mon deuxième vœu. Qui l'eût cru, dès le lendemain, le faux jeune maître était à genoux devant moi, en larmes, me suppliant de ne plus faire de vœux. J'ai gardé mon dernier souhait secret, un sourire aux lèvres. Ni lui, ni le système n'auraient pu deviner que les règles de ce jeu. C'était moi qui les avais écrites. Après avoir été retrouvé par ma riche famille, j'ai été lié à un système de vœux. Le système prétendait que tant que j'accomplirais les tâches, n'importe quel souhait pourrait se réaliser. Mais j'ai rêvé qu'à chaque succès, ma chance était siphonnée par le faux jeune maître, et ce, au double, jusqu'à ce que je meure étouffé par le ressentiment. À mon réveil, le scénario de la reconnaissance familiale s'est déroulé comme prévu. Cette fois, en lisant la mission pour débutants harcelèrent l'étudiant pauvre. J'ai éclaté de rire. En me redressant d'un coup, la sueur de mon dos avait trempé mon matelas d'été rayé, si usé qu'il en était cassant, y laissant une tache sombre. Même mon t-shirt collé à ma peau donnait l'impression d'être un chiffon humide. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation cognant contre mes côtes au point de me faire mal, et mes tempes martelaient au même rythme. Dehors, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. L'aube gris-bleu filtrait à travers les vieilles barres de sécurité et tombait sur le lit de mon voisin d'en face. Il était étalé comme une étoile de mer, un filet de bave brillant au coin des lèvres, marmonnant. Ne touchez pas à ma cuisse de poulet. La dernière est pour moi. Ses ronflements bourdonnaient comme un petit moteur, résonnant crûment dans le dortoir silencieux. Je fixais la peinture jaunie du plafond, mais tout ce que je voyais, c'était la scène finale et étouffante de mon rêve. J'étais allongé sur un lit dur d'occasion dans un minuscule studio, le sommier grinçant sous mon poids. Des piles de vêtements sales traînaient dans un coin. L'air était saturé par l'odeur de nouilles instantanées bon marché. Dans ma main, mon vieux téléphone était allumé, montrant la dernière publication WeChat du faux jeune. Maître, Makoto. Il portait un costume sur mesure tenant Willow, vêtu d'une robe de mariée sirène, dans ses bras. Willow reposait sa tête sur son épaule, souriant tendrement. Derrière eux se tenaient mes parents. Ma mère, dans un kipao scintillant couvert de bijoux, tenait la main de Willow, souriant à en plisser les yeux. Mon père tapotait l'épaule de Makoto d'un air satisfait. La légende disait « Félicitations pour le mariage de mon fils. Je vous souhaite un bonheur éternel. » Ce mon fils m'a poignardé les yeux comme une aiguille. Ma poitrine s'est serrée, comme si du coton imbibé d'eau obstruait mes poumons, chaque respiration ayant un goût métallique et rauque. Finalement, les ténèbres ont englouti ma vision, emportant avec elles ma rancœur suffocante. Pourquoi a-t-il pu voler ma vie et s'en sortir si bien, sombrant dans un néant sans fin? Merde. J'ai juré à voix basse en m'essuyant le visage, la paume couverte de sueur froide. Le rêve semblait si réel que même maintenant, les yeux fermés, je pouvais encore voir le dégoût dans le regard de ma mère quand elle me regardait, comme si j'étais un déchet. Si réel que chaque fois que Makoto se penchait pour m'appeler frère, son bref sourire hypocrite refaisait surface. Si réel que le regard fuyant de Willow quand elle me voyait, comme si j'étais une sorte de calamité, me transperçait les côtes. Je m'appelle George Wang, et j'ai grandi à l'orphelinat Sunshine, en périphérie de la ville. La directrice, que nous appelions tous maman, a dit que lorsque j'ai été amené, je n'avais que quelques mois, enveloppé dans un tissu en lambeaux, avec un pendentif en argent autour du cou gravé du caractère Wang. Hier après-midi, 2 hommes en costume noir, leurs chaussures en cuir brillantes comme des miroirs, sont venus me chercher. Ils m'ont dit que j'étais le véritable jeune maître de la corporation Ito, disparu depuis 10 à 8 ans. À ce moment-là, j'étais à la cafétéria, en train de me servir de la nourriture, tenant un bol de légumes et de pommes de terre à moitié mangées. J'ai cru que c'était des arnaqueurs, jusqu'à ce qu'ils me montrent le test de paternité. La correspondance génétique était de 99,99% et ils avaient même le pendentif en argent que je portais depuis 10 à 8 ans. Ils ont dit que le caractère Ito, gravé au dos, était le blason de la famille Ito. L'intrigue de mon rêve correspondait parfaitement à cela, jusqu'au détail de Makoto étudiant dans un programme international dont les frais de scolarité coûtaient 10 fois les miens. J'ai dû me battre pour entrer avec un score de 623, mes frais de scolarité payés par l'aide financière de l'orphelinat et l'argent de mes petits boulots du week-end. Et puis il y avait Makoto. J'ai appris par le syndicat étudiant qu'il avait versé 3 millions de yuan de frais de parrainage pour être admis. Son score à l'examen était inférieur de plus de 120 points au seuil d'admission. Il s'asseyait toujours au fond de la classe, soit pour dormir, soit pour jouer sur son téléphone. Rien que d'y penser, un frisson glacial m'a parcouru l'échine, me donnant la chair de poule. Dans le rêve, je mourais étouffé par le ressentiment dans un logement exigu, pas plus grand qu'un placard, sans même avoir droit à des funérailles décentes. Et dans la réalité, est-ce que ça finirait aussi comme dans le rêve, où l'affection familiale que je désirais tant n'était qu'une illusion? Mon téléphone a soudainement vibré. L'écran s'est allumé, affichant un numéro inconnu.
J'ai pris une profonde inspiration, serrant le téléphone si fort que le bout de mes doigts est devenu blanc. Lorsque j'ai répondu, une voix douce mais distante s'est fait entendre, comme si elle était enrobée de sucre mais cachait des éclats de verre. Georges, as-tu un moment ce matin? La famille envoie une voiture te chercher. Rencontrons-nous pour discuter de la suite. C'était exactement la même phrase que dans mon rêve. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, et soudain, deux lignes à moitié familières me sont revenues en tête. En agissant par le non-agir, rien ne reste inaccompli. Et la vraie lutte consiste à ne pas lutter. Lutter, c'est précisément ne pas lutter. Je les avais vus l'année dernière dans une vieille édition du Tao Te Ching, trouvée sur une étagère poussiéreuse de l'orphelinat. À l'époque, je pensais que c'était des absurdités volontairement obscures, mais maintenant, elles ressemblent à une bouée de sauvetage à laquelle je peux m'accrocher. D'accord. Je vous attendrai à la porte ouest de l'école. J'ai essayé de garder ma voix aussi stable que possible. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que mon dos était de nouveau couvert de sueur. Quand je suis sorti du lit, le sommier a grincé bruyamment. Le troisième s'est réveillé, se frottant les yeux en s'asseyant, les cheveux en bataille comme un nid de poule. Georges, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air si pâle de si bon matin? Rien. Juste un cauchemar. Ai-je répondu en cherchant des vêtements. Mes doigts ont effleuré un t-shirt si délavé qu'il était devenu blanc, et mon cœur s'est à nouveau serré. Oh, au fait, c'est moi qui paie le déjeuner aujourd'hui. Choisissez l'endroit, commandez tout ce que vous voulez. Le troisième a immédiatement retrouvé son énergie, sautant de son lit sans même enfiler ses pantoufles. Putain, Georges, tu as fait fortune? Ne me dis pas que tu es en fait un riche héritier caché, quand tu disais que tu avais grandi dans un orphelinat. Je pensais que tu étais pauvre comme moi. J'ai souri sans répondre, enfilant le t-shirt par-dessus ma tête. La voiture de la famille Ito était garée sous les platanes à la porte ouest de l'école, une Mercedes Maybach noire avec des plaques d'immatriculation assorties qui brillaient de mille feux sous le soleil. Le chauffeur portait un uniforme noir avec des boutons de manchette en or. Quand il m'a vu approcher, il a immédiatement ouvert la porte arrière avec respect, faisant un geste d'accueil. Mais la légère pointe d'examen dans son regard me piquait comme des aiguilles. Je me suis penché et me suis assis à l'intérieur de la voiture. Le siège en cuir véritable était si moelleux qu'il me mettait mal à l'aise, et je ne savais même pas où poser mes mains. Un léger parfum de bois de santal flottait dans l'air, complètement différent de l'odeur de désinfectant du dortoir de l'orphelinat. Quand la voiture est montée sur le viaduc, j'ai regardé les gratte-ciel défiler derrière la vitre. Au lieu de ressentir une quelconque excitation à l'idée de retrouver mes racines, tout ce que je sentais était un malaise grandissant et suffocant. Dans le rêve, la première fois que je suis allé à la villa de la famille Ito, mes mains tremblaient de nervosité. J'avais accidentellement renversé un vase à l'entrée. Makoto avait alors accidentellement renversé du jus sur moi et ma mère, bien que je n'osais pas encore l'appeler maman, elle avait froncé les sourcils. Essuyant le jus de sa robe, le ton plein de dédain, tu es si maladroit. Aucune manière, on dirait quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. Cette fois, j'avais appris ma leçon. J'ai repassé mes vêtements avec soin, dépensant 5 yuans à la laverie de l'école pour le faire, et j'ai même acheté un paquet de mouchoirs dans une supérette que j'ai fourré dans ma poche. Je me suis coupé les ongles proprement, ne laissant rien à redire. La villa de la famille Ito était encore plus extravagante que dans mon rêve. La fontaine à l'entrée projetait une colonne d'eau de 3 mètres de haut, des gouttelettes éclaboussant le sol en marbre de minuscules cristaux. Le jardin était rempli de roses rouges en fleurs, la rosée s'accrochant encore aux pétales. Un jardinier en uniforme taillait des branches avec une paire de cisailles. La mère d'Ito se tenait sur le perron, vêtue d'une robe en soie blanc cassé, un collier de perles reposant sur sa clavicule et une pochette en crocodile à la main. Un sourire ornait son visage, mais il n'atteignait pas ses yeux. Son regard restait de glace. Georges, tu dois être épuisé par le voyage. Entre vite, il y a du vent dehors. Makoto était là aussi. Adossé au cadre de la porte, ses cheveux gominés brillaient, rehaussés de quelques mèches dorées. En me voyant, il s'est approché avec un enthousiasme presque théâtral. Frérot, te voilà enfin! Maman et papa t'attendaient depuis hier, tu sais. J'ai même demandé à la cuisine de préparer tes plats favoris. Ah, c'est vrai, je ne sais pas ce que tu aimes, alors j'ai juste dit de faire n'importe quoi. Alors que sa main allait se poser sur mon épaule, je me suis subtilement écarté, évitant son contact et murmurant un simple merci. La main de Makoto s'est figée dans les airs. Une lueur de surprise a traversé son regard, probablement parce que je ne semblais ni submergé ni reconnaissant, comme dans le rêve. Au contraire, j'étais distant. Une fois dans le salon, je me suis senti encore plus oppressé. Le lustre de cristal faisait presque 2 mètres de large, sa lumière se reflétant sur les meubles en palissandre avec une telle force qu'elle en blessait les yeux. Au mur était accroché un paysage, signé d'un artiste qui m'était inconnu. Un serviteur m'apporta une tasse de thé chaud. Je la pris à 2 mains, mes doigts effleurant la porcelaine tiède. J'ai chuchoté merci, puis je me suis assis sur le canapé le plus éloigné. Du siège principal, le dos droit, feignant la nervosité tout en épiant leur réaction du coin de l'œil. Sans surprise, après quelques minutes de banalité, la mère d'Ito posa sa tasse. Se penchant légèrement en avant, son ton se voulait conciliant, mais cachait une insistance qui ne laissait place à aucun refus. Georges, tu viens de rentrer, il te faudra du temps pour t'adapter. Tu vois, Makoto est avec nous depuis 10 à 8 ans, nous sommes très proches.
L'arrivée soudaine d'un grand frère pourrait le perturber. Alors voilà ce que je propose. Pour l'instant, ne change pas de nom. Et ne révélons pas encore que tu es un enfant de la famille Ito. Ça évitera les rumeurs et ça facilitera les choses pour Makoto, d'accord? C'était la même scène, les mêmes mots que dans le rêve. J'ai relevé la tête, affichant une mine troublée. Mes doigts se sont crispés sur le bord de ma tasse de thé. Après une courte pause, j'ai murmuré: d'accord. Je vous obéirai, ma tante. Je ne l'ai pas appelée maman. C'était impossible. Dans le rêve, la première fois que je l'avais appelée maman, elle avait hésité, répondu vaguement, puis son regard s'était aussitôt tourné vers Makoto, avec une expression qui m'avait glacé jusqu'aux os. Le père d'Ito était assis dans le grand fauteuil en face de moi, une théière en argile violette à la main. Il n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, mais quand il a enfin parlé, sa voix était lente et chargée d'une lourde autorité. La villa a bien assez de chambres, mais comme tu viens d'arriver, tu n'es peu, être pas habitué à vivre avec nous. Nous allons te préparer une chambre d'amis pour commencer. Une fois que tu seras installé, nous discuterons du reste. Son regard me jaugeait, comme s'il estimait un objet, sans une once de la chaleur qu'un père devrait avoir pour son fils. Merci, monsieur. Je continuais d'acquiescer, arborant cette même expression obéissante, et docile, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression qu'un pic à glace venait de me transpercer le cœur. À côté de lui, Makoto fit semblant de s'indigner. Papa, maman, mon frère vient à peine de rentrer. Comment pouvez-vous le mettre dans une chambre d'amis? Ma chambre est immense, et si je la laissais à mon frère? Je n'ai qu'à prendre la chambre d'amis. Tout en parlant, il jetait des coups d'œil à ma mère, attendant qu'elle refuse sa proposition. J'ai aussitôt agité les mains, prenant une voix faussement flattée et confuse. Non, non, ce n'est vraiment pas la peine. La chambre d'amis me convient parfaitement. N'importe quel endroit me va, je ne veux surtout pas déranger Makoto. La satisfaction dans les yeux de Makoto était presque palpable. Il but une gorgée de thé, un minuscule sourire victorieux au coin des lèvres, pensant sûrement que j'étais aussi. Dans mon rêve, j'étais si facile à manipuler, une proie docile qui cédait à la moindre miette qu'on lui jetait. Une fois qu'ils eurent étalé toutes leurs exigences, j'ai enfin relevé la tête. Lentement, j'ai sorti de ma poche un papier plié avec soin. J'avais passé une partie de la nuit à tout calculer, ligne par ligne, sous la lueur jaunâtre de la lampe de mon dortoir. L'allocation mensuelle de 300 yuan de l'orphelinat, 9 ans d'école obligatoire. Les livres et frais divers s'élevaient à 2860 yuan. L'aide financière pour chacune de mes 3 années de lycée, soit 2000 yuan par an. Le coût des manuels, des fournitures chaque année, et même les 500 yuan que l'orphelinat avait payés. Quand je suis tombé malade en terminale. Le total s'élevait à 86 427 yuan. Pas un seul centime ne manquait. J'ai tendu le papier en disant simplement « Monsieur, Madame ». J'ai grandi à l'orphelinat, et l'État m'a beaucoup aidé. La directrice nous a toujours appris à rendre le bien qu'on nous fait. Maintenant que je vous ai retrouvé, je souhaite que cet argent soit rendu à l'État, sous forme de don à l'orphelinat. Considérez cela comme ma façon d'exprimer ma gratitude pour ces années de soutien. Un silence de mort s'est abattu sur le salon. Même les pas discrets des domestiques avaient cessé, les visages du père et de la mère Ito se sont figés sur le champ. La tasse de la mère Ito tremblait dans sa main, et du thé s'est renversé sur sa robe en soie, y laissant une tache sombre. Makoto a laissé tomber son masque, me fusillant du regard comme si j'étais devenu une créature étrange, ses yeux remplis d'une totale incrédulité. Finalement, la mère Ito a pris le papier. Ses doigts tremblaient légèrement pendant qu'elle le lisait. Après un long moment, elle a forcé un sourire crispé. « Georges, mon enfant, pourquoi tant de distance? Cette somme, ton père et moi pouvons nous la permettre. Inutile de rendre les choses si compliquées. » Sa voix sonnait faux. Ma demande venait clairement de faire dérailler son plan si bien orchestré. Le père Ito s'est raclé la gorge, brisant l'atmosphère pesante. Il a plongé la main dans sa veste pour en sortir une carte bancaire noire. Il l'a posée sur la table et l'a poussée vers moi. Il y a 5 millions dessus. Considère ça comme une compensation de la part de tes parents. Quant à la somme que tu as mentionnée, nous nous chargerons de la verser à l'orphelinat. Ne t'inquiète pas pour ça. Son ton était impatient, comme s'il chassait un mendiant agaçant. 5 millions. Le double de ce qu'il m'avait donné dans mon rêve, 2,5 millions seulement, qu'ils appelaient des frais de subsistance temporaires. J'ai ricané intérieurement. Mais extérieurement, j'ai gardé un air reconnaissant et touché en prenant la carte à 2 mains, mes doigts effleurant à peine son bord. Merci, monsieur, madame. Mais c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter autant d'argent. Prends-la, m'a coupé le père Ito, d'un ton qui n'admettait aucun refus. Considère ça comme une dette que nous avons envers toi. J'ai glissé la carte bancaire dans ma poche, sans un mot de plus, et toujours sans les appeler papa ou maman. Après être resté assis un instant, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone, puis je me suis levé. Monsieur, madame, Makoto, j'ai cours cet après-midi, je vais devoir rentrer à l'université. La mère Ito s'est figée, ne s'attendant clairement pas à ce que je parte au lieu de rester. Dans mon rêve, je lui avais demandé timidement si je pouvais rester, et elle m'avait répondu que la chambre d'amis n'était pas prête. Cette fois, elle s'est empressée de dire « Reste encore un peu. Reste dîner, la cuisine a préparé tant de plats. J'ai encore des choses à faire à la fac. Merci, madame. » Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis parti, sans un regard en arrière.
J'avais peur qu'en me retournant, je ne voie le soulagement sur leur visage. Peur de ne pas pouvoir m'empêcher de leur demander: M'avez-vous déjà considéré comme votre fils? Au portail de la villa, le chauffeur a proposé de me ramener, mais j'ai refusé, disant que je préférais marcher. J'ai longé le trottoir bordé des arbres du domaine Ito. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, parsemant le sol de taches lumineuses. J'ai serré la carte bancaire dans ma main, son bord tranchant s'enfonçant dans ma paume jusqu'à la douleur. Une seule pensée occupait mon esprit. Les pertes que j'ai subies dans mon rêve, je ne les subirai plus. Ce que Makoto me doit, ce que mes parents me doivent, je le reprendrai, morceau par morceau. Quand je suis retourné au dortoir, le troisième. Le deuxième et le quatrième colocataire étaient là. Le troisième, lui, jouait frénétiquement, son clavier cliquettant sans interruption. Le deuxième regardait une série, écouteurs sur les oreilles, et laissait échapper de temps à autre un petit rire un peu étrange. Quant au quatrième, il rangeait ses livres, s'apprêtant à partir pour la bibliothèque. Au moment où ils m'ont vu, le troisième a mis son jeu en pause, s'est retourné d'un coup, les yeux ronds comme des billes. Georges, alors? Tu es vraiment un gosse de riche? Ces types en costume sont vraiment venus te chercher? J'ai sorti la carte bancaire de ma poche, et je l'ai jetée sur la table. Clac! Le son sec a résonné dans toute la pièce. Mes trois colocs se sont immédiatement rassemblés, fixant la carte noire et élégante comme si c'était un artefact précieux. 5 millions, ai-je lancé, en gardant un ton aussi plat que possible. Mais je soupçonne que c'est une arnaque. Qui donne 5 millions sans raison? Bordel, 5 millions. Le deuxième a pris la carte, l'a observée à la lumière, en pinçant les bords comme si elle était inestimable. George, mon pote, tu t'es trouvé une riche marraine. Elle a l'air chère, cette carte, on dirait une black card ou un truc du genre. N'importe quoi. J'ai ri en lui donnant une tape derrière la tête. Pas de marraine. C'est ce que je vous ai dit, une famille pense que je suis leur enfant disparu, c'est leur dédommagement. Je leur ai raconté toute l'histoire, sans pour autant mentionner mon rêve. J'ai seulement dit que cette famille était étrange. Ils ne me laissaient pas changer de nom, ne voulaient pas me reconnaître publiquement, et m'ont soudainement donné 5 millions. Il y avait quelque chose qui clochait. Le troisième m'a frappé l'épaule si fort que j'ai failli en perdre l'équilibre. Georges, on s'en fiche si c'est une arnaque. Retire l'argent et dépense-le. 5 millions. C'est assez pour qu'on vive comme des rois jusqu'à la fin de nos études, et même pour s'acheter une voiture en plus. Exactement, a ajouté le quatrième, en remontant ses lunettes, l'excitation brillant dans ses yeux. Georges, pourquoi tu ne nous paierais pas un bon resto? Considère ça comme une fête pour célébrer tes retrouvailles, et le fait que notre dortoir compte maintenant un gosse de riche. En voyant leurs trois paires d'yeux me fixer avec autant d'enthousiasme, mon cœur s'est réchauffé. Ayant grandi à l'orphelinat, je n'avais pas eu beaucoup d'amis. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas, mais chacun s'occupait de ses affaires. En arrivant à la fac, ces trois-là ont été les premiers à me donner l'impression d'avoir des frères. Ils laissaient toujours la porte ouverte quand je rentrais tard de mon petit boulot, me traînaient à la cafétéria quand je n'avais pas d'argent pour manger, et m'achetaient des médicaments quand j'étais malade. D'accord. J'ai pris mon téléphone et ouvert une application de restaurant. C'est vous qui choisissez l'endroit. Mangez ce que vous voulez ce soir. Commandez tout. Ne vous privez de rien. Tous les trois ont poussé des cris de joie. Le troisième a immédiatement quitté sa partie et a commencé à chercher un restaurant. Ils ont fini par choisir un célèbre restaurant de grillade près du campus, le Old Place Barbecue. Leur gigot d'agneau et leurs rognons grillés étaient incroyables, mais les prix étaient très élevés. D'habitude, nous n'y allions que pour les anniversaires. Nous avons tous les quatre enfourché des vélos en libre-service jusqu'au restaurant. L'endroit était bondé, rempli de fumée, et l'odeur des brochettes et de la bière était si forte qu'elle s'imprégnait dans les vêtements. Le patron nous a reconnus et nous a interpellés chaleureusement. Les garçons, votre table habituelle? Oui? Patron! Et aujourd'hui, on commande encore plus de plats, a crié le troisième en nous entraînant vers la table dans le coin. Quand le menu est arrivé, le troisième l'a glissé devant moi. Georges, c'est toi qui commandes. Ce soir, tu es notre mécène. J'ai ri en prenant le menu, puis j'ai commandé un gigot d'agneau rôti, des rognons grillés, des ailes de poulet, plein de légumes et 2 caisses de bière bien fraîche. Pendant que nous attendions les plats, le deuxième m'a soudainement demandé: Georges, est-ce que cette famille est bien avec toi? Comme dans les séries télé, avec des tas de domestiques et des tables immenses pleines à craquer? J'ai marqué une pause, me remémorant le sourire distant d'Ito Moser et l'éclat froid de l'immense lustre en cristal. Puis j'ai secoué la tête, ça va, rien de spécial. Le troisième, voyant que je ne voulais pas en parler, a habilement changé de sujet. Arrêtons de parler de choses tristes. Allez, premier verre. Il a attrapé une bière et nous a servi tous les quatre. Au moment où nos verres étaient pleins, les brochettes sont arrivées. Le gigot d'agneau rôti fumait, sa peau dorée et croustillante saupoudrée de cumin et de piment, un arôme qui s'est répandu instantanément. On a attrapé les brochettes et on a commencé à manger, tout en parlant de jeux vidéo. On a discuté des cours, de notre avenir, de nos rêves. L'ambiance devenait de plus en plus animée. Au milieu de la soirée, le troisième s'est levé, son verre de bière débordant de mousse. Georges, je trinque à ta santé. Riche ou pas, rien que pour ce repas, tu es mon grand frère. Non, mon parrain.
À partir de maintenant, tu veilles sur moi et je te suis partout. Va te faire voir. Qui est ton parrain? Lui ai-je lancé en lui donnant un petit coup de pied en rigolant. Mais au fond de moi, j'étais sincèrement heureux. J'ai levé mon verre et l'ai entrechoqué avec le sien. Pas de parrain ou je ne sais quoi, nous sommes des frères. Le deuxième et le quatrième nous ont immédiatement rejoints, levant leur verre à leur tour. Parraine, offre-nous plus souvent de bons repas. D'accord, pas de problème. J'ai ri et bu une grande gorgée. La bière fraîche a glissé dans ma gorge, emportant avec elle la lourdeur qui pesait sur mon cœur. Quand nous sommes rentrés au dortoir, il était presque 23 heures. Le couloir était silencieux, les lumières à détecteur de mouvement s'allumant sur notre passage. Après m'être lavé, je me suis allongé sur mon lit dur. Je venais de fermer les yeux, prêt à enfin bien dormir, quand une voix mécanique a soudain résonné dans mon esprit, sans aucune émotion, comme une voix d'ordinateur. Ding! Condition remplie. Le système de vœux est maintenant lié à l'hôte. J'ai ouvert les yeux d'un coup, tous les poils de mon corps se sont hérissés. Des sueurs froides ont immédiatement parcouru mon dos. Un système. Exactement comme dans mon rêve. J'ai cru que j'hallucinais. J'ai refermé les yeux aussitôt, me répétant « J'ai dû trop boire. Ce n'est qu'une illusion. » Mais la voix mécanique a retenti de nouveau. Encore plus clair cette fois. Ding! Hôte, ne paniquez pas. Ce système est le système de vœux. L'hôte dispose de 3 opportunités pour faire des vœux. Pour obtenir le droit de faire un vœu, l'hôte doit accomplir les tâches assignées. Un échec entraînera une punition. Fous le camp, ai-je hurlé intérieurement. Je ne veux pas de système. Disparaît. Ding! La liaison du système est irréversible. Si l'hôte refuse d'accomplir les tâches, une punition sera appliquée. Les punitions sont aléatoires et peuvent affecter la santé, les études ou les relations sociales de l'hôte. Le ton mécanique restait parfaitement impassible. Première tâche émise, harceler la meilleure élève de la promo, la pauvre fille, Anna. Temps imparti, 24 heures. Veuillez accomplir la tâche dès que possible. Anna. Son image a immédiatement surgi dans mon esprit. Elle n'était pas grande, peut être 1,58 m. Elle portait toujours un uniforme scolaire bleu délavé, une vieille veste en coton en hiver, et juste l'uniforme en été. Elle s'asseyait toujours au premier rang, le dos parfaitement droit, ses notes denses et codées par couleur. Sa famille était pauvre. J'avais appris par le délégué de classe que son père était un joueur invétéré qui avait tout perdu et accumulé des dettes. Sa mère était atteinte d'une maladie chronique et avait besoin de médicaments coûteux. Elle avait aussi un petit frère au collège, et tous ses frais dépendaient d'elle. Chaque jour après les cours, elle se dépêchait d'aller à ses petits boulots, et la nuit, elle travaillait dans une supérette jusqu'à 23 heures. Le week-end, elle distribuait des prospectus. Dans mon rêve, j'avais obéi au système et je l'avais harcelée. J'avais déchiré ses notes quand elle ne regardait pas, éparpillant les morceaux sur le sol. Je l'avais attendue devant la supérette où elle travaillait, lui avais volé son salaire et l'avais poussée par terre. J'avais publié des rumeurs sur elle, sur le forum de l'école, disant qu'elle sortait avec des hommes plus âgés pour de l'argent. Finalement, durant notre 2e année après le diplôme, elle a sauté du toit du bâtiment principal de notre université. Les journaux disaient qu'à sa mort, elle avait encore des dizaines de milliers de dettes. Sa mère, faute d'argent pour la soigner, était déjà partie. Son jeune frère avait abandonné l'école pour travailler. À l'époque, je m'étais convaincu que c'était la faute du système, que je n'avais pas eu le choix. Mais en y repensant, j'étais un véritable monstre. J'ai anéanti sa vie de mes propres mains, je l'ai conduite au désespoir. J'ai levé la main et me suis giflé. Paf! Le son a résonné brutalement dans le dortoir silencieux. Mon voisin de lit s'est agité en marmonnant. Georges, qu'est-ce que tu fabriques? Je tue des moustiques. Pourquoi un tel bruit? Ce n'est rien. J'ai forcé ma voix à rester basse, la gorge serrée, mais à l'intérieur, mes émotions bouillonnaient comme un océan en furie. Cette tragédie du rêve. Je ne pouvais pas la laisser se reproduire. Anna était si courageuse, si gentille. Elle ne méritait absolument pas une fin pareille. Mais le système était clair. Je serais puni si je n'accomplissais pas la mission. Que devais-je faire? Si la punition blessait mes amis ou affectait mes études? Comment m'en sortirais-je? Je fixais les taches de moisissure au plafond, l'esprit en plein chaos. Puis, soudain, une idée a jailli comme un éclair. Le système m'ordonnait de persécuter Anna. Mais il n'a jamais précisé comment le faire. Qui définit la persécution? Le système ou moi? Et si je changeais ma façon de la persécuter? Accomplir la mission tout en l'aidant réellement? Est-ce que ça marcherait? À l'instant où cette pensée a surgi, je me suis redressé d'un coup, les yeux brillants. C'était ça. Le lendemain après-midi, je suis arrivé avec une demi-heure d'avance, et j'ai attendu au pied du bâtiment des salles de cours. C'était l'intercours. Les étudiants sortaient par petits groupes, en discutant et en riant. Adossé contre un platane, les yeux rivés sur l'entrée, j'attendais qu'Anna apparaisse. J'avais passé la nuit à chercher un moyen de la persécuter tout en lui venant en aide. Ce qui lui manquait cruellement, c'était de l'argent. Et son plus grand besoin était d'échapper au harcèlement de son père accro au jeu. Je devais donc me concentrer sur ces 2 points. Au bout d'une dizaine de minutes, je l'ai enfin aperçue. Elle portait un sac à dos délavé et tenait un sac en plastique transparent. Dedans, 2 petits pains vapeur et des cornichons, ce devait être son dîner. Elle marchait vite, la tête baissée,
comme si elle craignait d'être reconnue. J'allais m'approcher d'elle, quand soudain, un homme d'âge mûr a déboulé d'une ruelle voisine. Il portait une veste miteuse couverte de graisse, ses cheveux étaient en bataille, son visage mal rasé était couvert de barbe, et tout son corps empestait le tabac froid et l'alcool. Il a agrippé brutalement le bras d'Anna, sa voix aussi rêche que du papier de verre. Où est l'argent? L'argent que je t'ai demandé. Tu essaies de te défiler ou quoi? C'était son père, Logan. Anna sursauta de peur, laissant tomber son sac en plastique. Les deux pains vapeur roulèrent dans une flaque au bord de la route et se couvrirent de boue. Son visage devint blême, sa voix tremblait, brisée par un sanglot. Papa, je n'ai vraiment pas cette somme. J'ai utilisé presque tout mon salaire pour les médicaments de maman. Le reste nous suffit à peine pour survivre, mon frère et moi. Des médicaments? Sa maladie est un gouffre sans fond. Elle ne guérira jamais. Logan leva la main, prêt à frapper Anna. Le mouvement de son bras fendit. L'air tandis qu'il la menaçait. Écoute-moi bien, tu dois me donner 5000 aujourd'hui. Sinon, j'irai faire un scandale dans ton école pour que tu ne puisses plus étudier. Je crierai sur tous les toits que tu as un père accro au jeu. Anna ferma les yeux de terreur, tremblant de tout son corps. Je n'ai plus pu me contenir. Je me suis élancé et j'ai violemment repoussé Logan. Il a titubé en arrière, sur plusieurs pas, manquant de s'effondrer. J'ai levé la main et l'ai giflé de toutes mes forces. Le claque sec a résonné dans l'air. Logan, abasourdi, tenait sa joue en me foudroyant d'un regard furieux. T'es qui, bordel? Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu parles? Je l'ai dévisagé froidement, la colère faisant vibrer ma voix. C'est toi qui ne sais pas à qui tu parles. Essaie seulement de la toucher à nouveau. Le regard de Logan croisa le mien, puis balaya la foule d'étudiants qui s'amassaient autour de nous. Plusieurs avaient déjà sorti leur téléphone pour enregistrer la scène. Son expression changea soudainement. Une lueur de peur vacilla dans ses yeux, mais elle fut vite remplacée par une rage féroce. Attends un peu, ce n'est pas fini, cracha-t-il, avant de lancer un regard venimeux à Anna. Puis il tourna les talons et disparut dans la ruelle en jurant. Anna s'accroupit. Elle ramassa délicatement les brioches, maintenant trempées et souillées par la boue. Ses larmes tombaient comme des perles brisées, s'écrasant sur les brioches en y laissant des auréoles humides. Ses épaules tremblaient légèrement. Elle paraissait si fragile, si pitoyable. Je m'approchai et la relevai brusquement, en adoptant un ton volontairement dur et impatient. Viens avec moi. Anna trébucha, surprise par la force du geste. Elle leva les yeux, le regard rempli de peur, la voix tremblante. Toi, qu'est-ce que tu veux? Assez de comédie, marche. J'ignorai sa question et l'entraînai vers une petite salle de classe isolée, derrière le bâtiment principal. Personne ne venait jamais ici. Surtout à cette heure-ci. Les étudiants dînaient ou rentraient dans leur dortoir. La salle serait forcément vide. Je la fis entrer dans la petite salle et lâchai enfin sa main. Un silence profond régnait, seulement troublé par le murmure du vent dans les feuilles au dehors. Les formules du cours précédent étaient encore écrites sur le tableau noir. Il y avait des toiles d'araignée dans les coins et une fine couche de poussière sur les bureaux. Je la poussai sur une chaise puis sortis 2 liasses de billets de mon sac, l'argent que j'avais retiré la veille. Chaque liasse contenait 10 000 yuans, maintenus par une bande rouge frappée du logo de la banque. Je jetai violemment l'argent sur le bureau. Il atterrit dans un bruit sourd et lourd. Anna sursauta. Elle me regarda, un mélange de confusion et de peur dansant dans ses yeux. J'affichai délibérément un air pervers, la parcourant du regard de haut en bas, avant de lancer d'un ton désinvolte. Je veux t'engager comme assistante personnelle. 10 000 yuans par mois. Les conditions sont simples, dès que je t'appelle, tu viens. Tu feras absolument tout ce que je te demande. Aucun refus n'est permis. Une lueur d'espoir s'alluma dans le regard d'Anna, comme une étincelle, mais elle s'éteignit presque aussitôt. Elle se mordit la lèvre, ses mains crispées sur le bord de ses vêtements. Elle se releva, la voix pleine de défi malgré ses tremblements. Je ne le ferai pas. Ne pense même pas à m'intimider. Je préfère mourir de faim plutôt que de faire ça. T'intimider? Je laissai échapper un rire glacial et la giflai. Je n'y avais pas mis beaucoup de force. C'était juste un léger contact sur sa joue, mais sa peau devint aussitôt écarlate. Il fallait qu'elle croie que j'étais un monstre. Sinon, le futur retournement de situation paraîtrait suspect. J'élevai la voix, adoptant un ton menaçant. Je te conseille de ne pas refuser une offre si généreuse. Ta mère attend toujours ses médicaments à l'hôpital, n'est-ce pas? Les frais de scolarité de ton frère ne sont pas payés. N'est-ce pas? Si tu refuses, je brûle cet argent ici et maintenant. Et je ruinerai ton avenir. Crois-tu que tu pourras continuer tes études? Crois-tu que ta mère survivra? Mes mots étaient des poignards s'enfonçant dans son cœur. Les larmes inondèrent le visage d'Anna, ses épaules secouées par des sanglots de plus en plus forts. Son regard allait de l'argent sur la table à moi, une douleur et une lutte atroce se tordant dans ses yeux. Finalement, elle baissa lentement la tête, sa voix brisée par la défaite. Je le ferai. De ses mains tremblantes, elle prit l'Élias et les serra contre elle comme s'il s'agissait de sa dernière bouée de sauvetage. Puis elle leva vers moi ses yeux injectés de sang et demanda d'une petite voix. Ici. Point ou à l'hôtel. Voir tant d'humiliation et de désespoir dans son regard me déchira la poitrine, comme si des milliers d'aiguilles me transperçaient. La douleur était si vive que j'avais du mal à respirer.
mais je ne pouvais pas flancher, pas maintenant. Sinon tout mon plan tomberait à l'eau, et le système ne me le pardonnerait pas. Je me forçais à afficher une mine de dégoût. Je la toisais de la tête aux pieds, le mépris suintant de ma voix. Avec toi, toute maigre et sentant la lessive bon marché. Qu'est-ce qui te fait croire que tu en es digne? Le visage d'Anna devint blanc comme un linge. Elle baissa la tête si bas qu'on aurait dit qu'elle voulait disparaître. L'argent était si serré dans ses mains que ses doigts en devenaient blancs. Voici ma première condition. Mon ton se fit un peu plus doux, mais il restait un ordre, sans appel. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes tous tes petits boulots. Plus de supérettes, plus de distribution de prospectus. Tu dois manger matin, midi et soir. Et tu dois manger correctement. Au moins un plat de viande et un de légumes, et ne dépense jamais moins de 50 yuans par repas. Quand tu auras repris des forces, tu viendras me voir. Avec ton apparence actuelle. Traîner avec moi ne ferait que me mettre dans l'embarras. Compris? Anna resta figée sur place. Elle releva la tête, le regard totalement perdu, comme si mes mots n'avaient aucun sens pour elle. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que mon soi-disant harcèlement consiste à l'obliger à bien manger et à quitter ses boulots. Qu'est-ce que tu regardes? Lui lançai-je froidement, en laissant délibérément l'impatience colorer ma voix. Ne crois surtout pas que je suis gentil. Je ne supporte juste pas de voir quelqu'un d'aussi misérable dans mon école. Ça me fait honte. Maintenant, prends l'argent et fiche le camp. Après ces mots, je lui tournai le dos et partis sans un regard. J'avais peur de craquer si je la regardais encore. J'aurais tout expliqué, ou pire, je me serais excusé. En sortant de la petite salle, le vent frais me saisit. Il me fouetta le visage, me remettant les idées en place. J'ai levé la main et je me suis donné une gifle dont le son sec a résonné dans le silence. Ma paume me brûlait intensément. Quelle ordure, murmurai-je pour moi-même. Vouloir l'aider et devoir le faire en la blessant. De retour au dortoir, à peine assis sur ma chaise, avant même d'avoir repris mon souffle, la voix du système résonna dans ma tête. Ding. L'hôte a terminé la tâche. Harzeler. L'étudiante pauvre et première de la classe, Anna, évaluation, réussie, l'hôte reçoit une opportunité de souhait. Basé sur l'état actuel de l'hôte, le système recommande les souhaits suivants. Investissement rentable, amélioration scolaire, expansion du réseau. Veuillez faire votre vœu rapidement. Je poussai un grand soupir de soulagement. La mission était remplie, et Anna était en sécurité. Sans trop réfléchir, je formulai mon souhait dans mon esprit. Je veux 8 heures de sommeil profond et parfait chaque nuit. Dans ma vie précédente, mon premier souhait avait été pour des gains financiers. Résultat, Makoto avait gagné le double, et mes parents m'avaient détesté encore plus. Cette fois, je refusais de choisir quelque chose d'utile. Je voulais un avantage pour moi, et seulement pour moi, sans que Makoto n'en profite. Ding! Le vœu de l'hôte avoir 8 heures de sommeil profond et parfait chaque nuit a été exaucé. L'effet commencera dès ce soir. Soyez impatients. La voix du système s'estompa. Cette nuit-là, allongé sur mon lit dur de dortoir, je me suis endormi presque instantanément. Pas de cauchemar, pas de bruit, pas même les ronflements de mon colocataire. J'ai dormi d'un sommeil profond et doux, comme si je flottais sur un nuage. Quand je me suis réveillé le lendemain, le jour était déjà levé. Mes colocataires étaient tous debout. En m'étirant, j'ai senti mon corps plein d'énergie, et mon esprit était incroyablement clair. C'était la meilleure nuit de toute ma vie. Mon sac sur le dos, je me suis dirigé vers les salles de cours. En arrivant à l'entrée du bâtiment, j'ai surpris quelques étudiants en train de parler de Makoto. Vous avez entendu? Makoto a dormi toute la journée hier. Son réveil a sonné plus de 10 fois, mais impossible de le réveiller. Ses parents ont même dû envoyer un chauffeur pour le sortir du lit. Il a failli arriver en retard, chuchota une fille, visiblement passionnée par le ragot. C'est vrai. Je lui ai envoyé un message hier soir pour le cybercafé, il a répondu ce matin qu'il s'était endormi et n'avait rien vu. Le garçon à côté d'elle fronça les sourcils, perplexe. Pourtant, d'habitude, il est plein d'énergie. Pourquoi dort-il autant tout d'un coup? J'ai entendu que ses parents l'ont emmené à l'hôpital pour des examens. Ils lui ont fait un scanner du cerveau et une prise de sang. Mais tous les résultats étaient normaux. Même les médecins ne comprennent pas. Ils disent n'avoir jamais vu quelqu'un capable de dormir autant, ajouta une autre fille, les yeux pétillants de curiosité. Je ricanai intérieurement. Comme je m'y attendais, le système avait un double effet. Si je souhaitais 8 heures de sommeil, Makoto en dormirait 16. C'est ainsi que le système fonctionnait. Peu importe mon vœu, Makoto en recevait toujours le double avantage. Mais cette fois, ce prétendu avantage n'était rien d'autre qu'un cauchemar pour lui. Après les cours, Makoto est venu me trouver, comme prévu. Il avait une mine affreuse, avec des cernes si sombres qu'on aurait cru qu'on l'avait battu. Ses yeux étaient injectés de sang, et il avait l'air complètement épuisé. Même ses cheveux, d'habitude si soignés, étaient en désordre total. Frère, tu me caches quelque chose ces derniers temps? Il s'est posté devant moi, me barrant le chemin. Sa voix était pleine de suspicion, et ses yeux me fixaient, comme pour surprendre la moindre de mes réactions. J'ai fait semblant d'être surpris, haussant les sourcils avec une expression confuse. Pourquoi, Makoto-kun, toi-même tu n'as pas l'air très bien? Mal dormi?
Trop de pression avec les études, Makoto me dévisagea, et la méfiance dans son regard s'intensifia. Je n'arrête pas de dormir ces temps-ci. 6 heures par jour. Peu importe à quelle heure je me couche, je n'arrive jamais à me lever le matin. Mes parents m'ont emmené voir une foule de grands hôpitaux et de spécialistes, mais personne ne comprend pourquoi. Frère, tu penses que c'est anormal? Est-ce que quelqu'un pourrait s'en prendre à moi? En disant cela, il me regarda droit dans les yeux, songeant clairement à des possibilités inquiétantes. Aucune idée. J'ai haussé les épaules d'un air innocent. Peut être que tu es juste trop fatigué par les études. Tu es toujours distrait en classe, tu dois réviser jusqu'à tard la nuit. Ton corps est peut être juste déréglé. Repose-toi. Et arrête de jouer aux jeux vidéo tout le temps. Makoto semblait vouloir insister, mais la sonnerie retentit. Le professeur entra dans la classe, un manuel à la main. Makoto me lança un dernier regard furieux, avant de retourner à sa place à contre-cœur, dans la dernière rangée près de la fenêtre. Les jours suivants, la somnolence excessive de Makoto n'a fait qu'empirer. Il dormait pendant presque tous les cours, la tête penchée sur son bureau, la bave trempant son livre. Le manuel en question était un cours de marketing, et sa couverture était toute gondolée par la salive. Plusieurs fois, quand un professeur l'interrogeait, il se levait à moitié endormi, incapable de formuler une phrase complète, ce qui provoquait l'hilarité de toute la classe. Une fois, il s'est même endormi durant une réunion du conseil des élèves. Le président faisait un discours, et les ronflements de Makoto résonnaient dans la salle silencieuse. Le président est devenu si furieux qu'il l'a expulsé du conseil sur le champ. Les parents de Makoto étaient désespérés. Ils l'ont emmené dans tous les grands hôpitaux, et ont même pris l'avion pour voir des spécialistes à Pékin et à Shanghai. Ils lui ont fait passer tous les tests possibles, mais les résultats montraient qu'il était en parfaite santé, tous ses indicateurs étaient normaux. À court de solutions, ils ont même consulté des 10 heures de bonne aventure. L'un d'eux a donné des talismans à Makoto. Un autre a réarrangé le feng shui de leur maison. Mais rien n'y a fait. Makoto dormait toujours 6 heures par jour. Et même éveillé, il était apathique. Comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Pendant ce temps, je dormais parfaitement 8 heures par nuit, et je me sentais de mieux en mieux. En classe, ma concentration était d'une précision redoutable. Tout ce que les professeurs expliquaient, je le comprenais instantanément. J'aidais même mes camarades à résoudre des problèmes difficiles. Avant, j'avais du mal en maths, mais maintenant, je comprenais tout avec une facilité déconcertante et je finissais même des exercices supplémentaires. Mes colocataires disaient que j'étais devenu une toute autre personne, plus énergique, plus confiant. Ce soir-là, j'étudiais à la bibliothèque. L'endroit était calme, on entendait seulement le bruit des pages qui tournent et des stylos qui grattent le papier. J'étais assis près de la fenêtre, la lumière du soleil couchant se déversait sur mon livre, douce et chaude. Soudain, une silhouette familière est apparue devant moi. C'était Anna. Elle avait pris un peu de poids, et son teint était devenu plus rose, elle n'avait plus cette pâleur maladive d'avant. Elle portait une robe bleu clair avec un petit nœud au col. Elle avait l'air pure, fraîche et douce. Elle tenait un carnet dans ses mains, et en s'arrêtant devant moi, elle a dit doucement « Patron ». J'ai levé les yeux en souriant, et j'ai désigné la chaise en face de moi. « Assieds-toi. Comment vas-tu ? As-tu bien mangé ces derniers temps ? Beaucoup mieux, merci patron. » Anna s'est assise et a posé le cahier sur la table. La couverture était rose avec de jolis motifs, clairement un nouvel achat. Elle a baissé la tête et a dit doucement « Ce sont les notes que j'ai organisées ces derniers jours. Elles contiennent les points essentiels du professeur et les concepts difficiles. Si vous en avez besoin, je peux vous les expliquer. Pas la peine. » J'ai repoussé le cahier vers elle avec un sourire. « Contente-toi de bien étudier. Ces notes te seront plus utiles à toi. » Ah, au fait, comment vont ta mère et ton frère? As-tu payé les frais médicaux et de scolarité? Anna s'est figée un instant, puis a relevé la tête. Ses yeux étaient remplis de gratitude tandis qu'elle hochait la tête. Ma mère est sortie de l'hôpital. Elle se repose à la maison maintenant. Le docteur a dit que tant qu'elle prend ses médicaments à l'heure, elle se rétablira lentement. Les frais de scolarité de mon frère sont également payés. Il a même fini premier de sa classe et a dit qu'il voulait prendre exemple sur moi. Merci patron. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans vous. Ce n'est rien. J'ai souri, sincèrement heureux pour elle. Et tu dis bien, c'est tout. Trouve un bon travail à l'avenir, prends bien soin de ta mère et de ton frère, ce sera la meilleure des récompenses pour moi. Anna m'a regardé, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était plus la peur et la méfiance d'avant, mais de la gratitude. Et une légère timidité à peine perceptible. Ses joues ont légèrement rougi alors qu'elle baissait la tête et murmurait « J'ai compris, patron ». Je discutais avec Anna d'un problème de mathématiques. Quand la voix du système a soudainement retenti dans mon esprit. Ding, deuxième tâche lancée, sécher 20 cours. Temps limite, 3 semaines. L'hôte doit accomplir la tâche au plus vite. Tout échec entraînera une punition. Sécher 20 cours? J'ai failli rire. Heureusement, j'avais déjà tout prévu. En choisissant mes matières ce semestre, en plus de mes cours principaux, j'avais intentionnellement choisi 3 cours faciles. Appréciation du cinéma, culture du thé et étiquette interculturelle. Ces cours étaient peu surveillés et les professeurs faisaient rarement l'appel. Et même s'ils le faisaient, quelqu'un pouvait répondre à ma place. Les sécher serait un jeu d'enfant.
Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai commencé à sécher les cours de manière stratégique. Chaque fois que nous avions appréciation du cinéma, le professeur montrait de vieux films. La plupart des étudiants étaient sur leur téléphone ou dormaient. Je m'éclipsais pendant ce temps. Pendant le cours de culture du thé, le professeur nous faisait goûter différents thés. Je prétendais aller aux toilettes pour ensuite retourner directement au dortoir ou à la bibliothèque. Pendant le cours d'étiquette interculturelle, le professeur faisait de longs discours sur les normes. Je partais aussi à mi-chemin à chaque fois. Après chaque cours séché, je demandais au troisième de répondre à l'appel pour moi. Le troisième était très fiable, il acceptait toujours sans hésiter. Il me disait même: Georges, vas-y, c'est pas grave. Avec moi ici, tu es couvert. Pendant que je séchais ces cours faciles, je passais la plupart de mon temps à la bibliothèque. Parfois j'étudiais avec Anna, parfois je lisais seul, et parfois je faisais des recherches sur les investissements. J'avais 5 millions qui dormaient sur mon compte. Je ne pouvais pas les laisser là. Je devais faire fructifier cet argent. J'ai lu de nombreux livres sur l'investissement, suivi diverses actions et fonds, et prévu d'investir une partie de l'argent quand le moment serait venu. Makoto a vite découvert que je séchais les cours. Ce sont probablement ses informateurs qui lui ont dit. Il connaissait beaucoup de monde à l'école, et il y avait toujours une foule qui gravitait autour de lui. Pensant avoir trouvé une faille, il est immédiatement allé voir les parents d'Ito, espérant qu'ils me réprimandent et me voient comme un bon à rien irresponsable. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les parents d'Ito étaient bien trop occupés par la somnolence excessive de leur fils pour se soucier de moi. Quand la mère d'Ito a entendu la plainte de Makoto, elle a seulement répondu d'un ton détaché. Compris. Quand Makoto ira mieux, je lui en parlerai. Le père d'Ito a été encore plus direct. Il peut sécher s'il veut. De toute façon, il ne fait pas partie de la famille Ito et n'héritera pas de l'entreprise. Nous l'avons seulement repris pour avoir la conscience tranquille et pour éviter les critiques. Pour le reste, qu'il fasse ce qu'il veut, Makoto s'éloigna ne remportant rien d'autre que l'humiliation. Il était furieux, mais totalement impuissant, ne pouvant que ravaler sa colère. 3 semaines plus tard, j'ai réussi à accomplir la mission de sécher 20 cours. Ce soir-là, à peine rentré au dortoir, la voix du système résonna dans mon esprit, ding. L'hôte a terminé la tâche, séché 20 cours. Évaluation, excellente. L'hôte reçoit une deuxième chance de faire un vœu. Le système de souhait recommande amélioration du talent en affaires, optimisation de l'apparence et augmentation du charme romantique. Si l'hôte ne choisit pas l'une des options recommandées, des risques inconnus pourraient survenir. Veuillez choisir avec soin. Des risques inconnus. J'ai ricané. Ce système essayait encore de me menacer pour que je choisisse ces options. Dans le rêve, j'avais choisi les vœux recommandés, des profits, d'investissement et une amélioration scolaire. Et Makoto avait fini par recevoir le double des bénéfices, rendant mes parents encore plus partiaux envers lui. Cette fois, j'ai refusé. Je choisirais quelque chose qui m'aiderait tout en rendant Makoto misérable. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai dit silencieusement au système. Je veux que mon orientation sexuelle soit les femmes. Un souhait simple, en vérité. Cela ne m'affectait en rien, j'aimais déjà les filles. Mais pour Makoto, ce serait une toute autre histoire. Le système avait un double effet. Si j'étais hétérosexuel attiré par les femmes, alors l'orientation de Makoto. La seule pensée était déjà amusante. Ding, le vœu de l'hôte. Mon orientation sexuelle et les femmes a été exaucée. L'effet s'activera dans les 24 heures. Rappel, l'hôte a choisi une option non recommandée. Des risques inconnus pourraient survenir. Je ne m'inquiétais pas de ces risques inconnus. Quel qu'il soit, Makoto en recevrait le double. Qu'il se débrouille avec. Et bien sûr, 2 jours plus tard, le lycée était en ébullition avec de nouveaux ragots sur Makoto, encore plus sensationnels que les rumeurs sur sa somnolence excessive. Vous avez entendu les filles? Hier, Makoto s'est déclaré à un garçon sur le terrain de jeu. Une fille tenait son téléphone avec enthousiasme, montrant la vidéo aux autres. Regardez, il a même essayé de le serrer dans ses bras, mais le garçon l'a repoussé. C'était si gênant. Sérieusement, je l'ai vu manger avec une fille il y a quelques jours à peine. Comment a-t-il pu soudainement commencer à aimer les garçons? Une autre fille avait l'air sidérée, complètement sous le choc. Oh mon Dieu, il ne courait pas après Willow avant? Willow l'a rejeté et il avait le cœur brisé à l'époque. Comment son orientation a-t-elle pu changer d'un coup? Dit une autre fille, les yeux pétillants de curiosité. En écoutant tout cela, je me sentais plutôt satisfait. Makoto avait toujours joué les Casanova à l'école, courant après plusieurs filles et s'assurant que tout le monde le sache. Pas une seule fille ne l'a jamais accepté, pourtant il continuait de se pavaner comme un héros romantique. Mais maintenant, avec son orientation tournée vers les garçons, voyons voir comment il va jouer les Casanova, voyons voir comment il va encore draguer les filles. Ce soir-là, Makoto est venu me trouver. Il m'a coincé dans la ruelle étroite derrière le dortoir. L'allée était sombre, seul un lampadaire vacillait au-dessus de nous, projetant une faible lumière jaune qui le rendait encore plus débraillé. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés et les boutons de sa chemise étaient décalés de 2 trous. Il ressemblait à un fou. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as fait ça. Makoto s'est précipité en avant et a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair. Sa voix tremblait de peur et de colère. Je sais que tu as un système.
Tu as fait un vœu qui m'a transformé. Tu ferais mieux d'utiliser le système pour me faire revenir à la normale. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai arraché mon bras et j'ai laissé échapper un rire glacial. De quelle bêtise parles-tu? Quel système? Je ne comprends pas. Ton orientation sexuelle a changé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu aimes les garçons maintenant, pourquoi blâmer quelqu'un d'autre? Arrête de faire semblant. Makoto perdait le contrôle, me pointant du doigt avec des doigts tremblants. D'abord, je dors 6 heures par jour. Et maintenant ça. Ça doit être ton œuvre. Tu ferais mieux de faire un vœu pour me faire revenir à la normale. Sinon, je le dirai à mes parents et je les laisserai s'occuper de toi. Ils te chasseront de la famille Ito. Vas-y. J'ai croisé les bras, l'air détaché. Tu crois vraiment qu'ils vont te croire? Pour l'instant, tout ce qui compte pour eux, c'est ta somnolence excessive et ta désorientation. Moi, ils s'en fichent complètement. Même si tu leur parles du système, ils te prendront pour un fou, persuadés que tu as des hallucinations à cause du stress. Makoto me fixait, un tourbillon de peur et de fureur dans ses yeux, teinté d'une lueur de désespoir. Il savait que j'avais raison. Ses parents ne le croyaient plus. Pour eux, il était devenu mentalement instable, s'imaginant des choses à cause de la pression. Soudain, pof! Il est tombé à genoux. Le son était sourd et lourd quand ses rotules ont heurté le sol. Son pantalon s'est couvert de poussière, laissant des marques sales. Il s'est agrippé à ma jambe, sa voix brisée par les sanglots, tel un enfant sans défense. Grand frère, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû me battre avec toi pour papa et maman, ni te piéger, ni te faire souffrir. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Rends-moi mon corps, d'accord? Je ne m'opposerai plus jamais à toi. J'écouterai tout ce que tu diras. Je t'en supplie. Je l'ai regardé, agenouillé là, sans éprouver la moindre pitié. Absolument aucune. Je me souvenais encore parfaitement, et de la façon dont il m'avait traité dans ce rêve. Il a volé mon identité, volé mes parents, et même la fille que j'aimais. Et à la fin, il m'a acculé jusqu'à ce que je meure, rongé par le ressentiment. Et maintenant, après avoir subi une fraction de ce qu'il m'a fait endurer, il voulait mon pardon, comme si c'était aussi simple. Trop tard. D'un coup de pied, je l'ai projeté au loin. Il est tombé au sol en gémissant de douleur. Je l'ai observé d'un regard glacial. Tu aurais dû penser à cette fin avant d'agir. C'est la juste punition que tu mérites. J'ai tourné les talons et suis entré dans le dortoir, ignorant les pleurs et les insultes de Makoto derrière moi. Les lumières automatiques du couloir s'allumaient sur mon passage. Je me sentais léger, comme si un poids énorme venait enfin de quitter mes épaules. Je venais à peine de rentrer dans ma chambre, je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir, quand la voix du système a de nouveau résonné dans mon esprit. Ding. Troisième tâche est mise. Rompre toute relation avec vos parents. Temps imparti. 1 mois. L'échec entraînera une punition sévère pouvant mettre la vie de l'hôte en danger. Rompre les liens avec mes parents, j'ai ricané intérieurement. Cette mission était sans aucun doute l'œuvre de Makoto. Il savait que ma relation avec les parents Ito était fragile et voulait me priver de ce prétendu soutien, faire de moi un paria sans foyer. Il pensait qu'une fois désespéré, je finirais par céder. Mais pour être honnête, j'avais déjà envisagé cette solution. Vivre avec les parents Ito m'a toujours mis profondément mal à l'aise. À leurs yeux, seul Makoto existait. Moi, je n'étais rien. Pour eux, je n'étais pas un vrai fils, ni même un membre de la famille. Plutôt un étranger, voire un fardeau. Plutôt que de continuer à m'humilier ainsi, il valait mieux couper les ponts et éviter les problèmes à l'avenir. Durant les vacances d'été, je suis retourné à la villa de la famille Ito. L'atmosphère à l'intérieur était oppressante, complètement différente de ma dernière visite. Les parents Ito m'adressaient à peine la parole. À table, c'était le silence, demandant juste de temps en temps à Makoto comment allait sa santé. Makoto, quant à lui, me lançait constamment des regards venimeux, tel un serpent prêt à mordre à tout instant. Et bien sûr, il n'est pas resté inactif. Chaque jour, il me dénigrait auprès des parents Ito. Il exagérait, et même inventait des choses, disant que j'étais un mauvais fils et un profiteur. Un jour, il a montré une capture d'écran à la mère d'Ito en disant « Maman, regarde ça. Grand frère passe son temps à dire du mal de notre famille. Il dit que papa et toi n'aimez que moi, et que vous vous fichez de lui. Il veut même vous duper pour récupérer l'héritage et le donner aux gens de son orphelinat. » Je me suis penché pour y jeter un œil. La capture d'écran était un faux évident. Ma photo de profil, oui, mais pas le pseudo. Et le ton des messages ne me ressemblait absolument pas. C'était clairement un montage photo. Pourtant, la mère d'Ito l'a cru sur parole. Ses mains tremblaient de colère alors qu'elle me pointait du doigt. Georges, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. On t'a déjà donné 5 millions et ça ne te suffit pas? Tu veux te battre contre Makoto pour l'héritage? Tu nous dénigres dans notre dos. Comment peux-tu être aussi avide et sans cœur? Makoto a alors jeté de l'huile sur le feu, en prétendant vouloir arranger les choses. Maman, ne t'énerve pas. Être que mon frère est juste un peu perdu, influencé par quelqu'un, il ne l'a sûrement pas fait exprès. Ne le prends pas trop à cœur, d'accord? La colère est mauvaise pour ta santé. En disant cela, ses yeux brillaient d'une satisfaction évidente. Je ne suis pas perdu. J'ai posé mes baguettes et regardé calmement les parents d'Ito. Je n'ai jamais voulu me battre pour un héritage, et je n'ai jamais répandu de rumeurs sur vous. Cette capture d'écran est un faux. Si vous ne me croyez pas,
Vérifiez mes historiques de discussion. Vous pouvez aussi demander à mes colocataires. Le père Dito a posé son verre de vin, le visage sombre et le ton impatient. Ça suffit, tais-toi. La famille est déjà assez en désordre. Ne peux-tu pas te tenir tranquille et m'épargner des soucis? Il ne voulait pas entendre un seul mot de mon explication. À ses yeux, je n'étais rien de plus qu'une source de problèmes. En les regardant, la dernière lueur d'espoir que j'avais pour l'affection familiale s'est complètement éteinte. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai déclaré fermement: si vous refusez de me croire, alors rompons nos liens. Les deux parents d'Ito se sont figés. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que je propose de couper les ponts. La mère d'Ito m'a fixé quelques secondes, puis a laissé échapper un rire glacial. Rompre les liens? Tu crois vraiment qu'on veut d'un fils comme toi? Très bien, rompons-les. Le père d'Ito s'est aussi levé, me pointant du doigt, la voix tremblante de colère. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. J'ai dit: nous rompons nos liens. Je les ai regardés, en prononçant chaque mot lentement, clairement, fermement. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre fils. Et vous n'êtes plus mes parents. Désormais, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je ne me mêlerai pas de vos vies, et vous ne vous mêlerez pas de la mienne. Très bien, très bien. Le père d'Ito tremblait de rage. Il m'a pointé du doigt, incapable de parler pendant un long moment, et a finalement craché. Alors, rompons-les. Je ferai comme si je n'avais jamais eu un fils comme toi. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Je n'ai rien dit de plus et je suis retourné à la chambre d'amis. Il n'y avait pas grand-chose dans la pièce, juste un lit, une armoire et un bureau. J'ai ouvert l'armoire et j'ai rangé les quelques vêtements à l'intérieur. Ils étaient tous à moi, la famille Ito ne m'en avait jamais acheté un seul. Ensuite, j'ai pris le Tao Te Ching sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une photo de la directrice de l'orphelinat, la photo de maman. C'était le seul souvenir que j'avais. Tirant ma valise, je suis sorti de la villa. La mère d'Ito a hurlé derrière moi: une fois parti, ne reviens jamais. Notre famille Ito n'a pas besoin d'un fils comme toi. Je ne me suis pas retourné. Au contraire, je me sentais plus léger. En franchissant le portail de la villa, une lumière chaude et douce m'a enveloppé. J'avais enfin échappé à ce foyer étouffant. Je pouvais enfin être moi-même. À peine de retour à l'école, Makoto est apparu. Il avait l'air encore plus hagard qu'avant, les yeux injectés de sang, le visage pâle, comme s'il sortait tout droit d'une tombe. George, tu as vraiment coupé les ponts avec papa et maman? Demanda-t-il avec une excitation à peine perceptible, comme s'il attendait cette nouvelle depuis longtemps. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ai-je répondu froidement, ne voulant plus lui adresser la parole. Bien sûr que ça me concerne. Makoto a éclaté d'un rire tordu et sinistre. Tu as perdu le soutien de papa et maman maintenant. La famille Ito ne te soutient plus. On verra bien comment tu comptes te battre contre moi. Et écoute bien. Arrête de faire des vœux. Sinon, j'irai voir Anna et lui dirai pourquoi tu l'as harcelé. Je lui montrerai quel hypocrite tu es. Il pensait vraiment pouvoir me menacer avec Anna. C'était bien trop naïf. Ce qui s'est passé entre Anna et moi, nous seuls le savons. Même s'il allait la voir, elle ne le croirait jamais. Je l'ai regardée, et un sourire amusé et détendu est apparu sur mon visage. Tu crois que j'aurais peur? Je connais Anna mieux que personne. Même si tu vas la voir, elle ne croira pas un mot de ce que tu diras. J'ai marqué une pause, puis je me suis approché de lui en baissant la voix, y ajoutant une froideur tranchante. Au fait, laisse-moi te demander quelque chose. Si je faisais le vœu que ma pression artérielle soit comprise entre 90 et 139 pour la systole, et entre 60 et 89 pour la diastole, à ton avis, que t'arriverait-il? Le visage de Makoto est instantanément devenu blême. Il a reculé de plusieurs pas, manquant de s'effondrer. Il m'a pointé du doigt, la voix tremblante de terreur. Toi, n'ose même pas y penser. Si tu fais un vœu pareil, je t'entraînerai dans ma chute. Et tu feras quoi? J'ai avancé vers lui, pas à pas, mon regard glacial fixé sur lui. Tu penses être en position de négocier? Tu ne contrôles même plus ton propre corps. Et tu veux encore m'affronter? Arrête de gaspiller ta salive. Makoto m'a regardé, les yeux emplis d'effroi. Il s'est soudainement retourné et s'est mis à courir, plus vite qu'un lièvre, disparaissant de ma vue en un instant. En observant sa silhouette fuyante, j'ai ricané froidement dans mon cœur. Le système l'avait déjà terrifié au plus haut point. La moindre menace de ma part suffisait à le faire paniquer. Ce n'était que le commencement. Je lui ferais payer pour tout ce qu'il m'avait fait subir, dans mes rêves comme dans la réalité. Après cet incident, Makoto est devenu une toute autre personne. Il a arrêté d'aller à l'école et restait cloîtré chez lui toute la journée, enfermé dans sa chambre, trop effrayé pour sortir. Les rideaux étaient constamment tirés, et que ce soit le jour ou la nuit, sa chambre restait plongée dans une obscurité totale. Les parents d'Ito n'avaient d'autre choix que de lui apporter ses repas à sa porte chaque jour. Ils frappaient, l'appelaient pour manger, et il n'ouvrait que rarement pour prendre la nourriture avant de s'enfermer à nouveau. Sa chambre était envahie de bols de nouilles instantanées et de boîtes à emporter, le sol jonché de mégots de cigarettes et de bouts de papier. L'air empestait une odeur nauséabonde, comme celle d'une décharge. Il était constamment persuadé que quelqu'un cherchait à lui faire du mal. La nuit, il faisait souvent des cauchemars, hurlant des choses comme « N'approchez pas, je ne le voulais pas » et « Système, ne viens pas me chercher ».
La mère d'Ito entendait souvent ses pleurs et ses cris durant la nuit, et chaque fois, son cœur se serrait de douleur, mais elle était impuissante. Les parents d'Ito ont engagé un psychologue à domicile. Le spécialiste a parlé plusieurs fois avec Makoto, mais chaque séance tournait court avant que Makoto ne s'agite et le chasse. Le psychologue a expliqué aux parents d'Ito que Makoto souffrait d'une anxiété sévère, de phobie et de délire, et qu'il avait besoin d'être hospitalisé, mais Makoto refusait catégoriquement, insistant sur le fait que des gens du système se trouvaient à l'hôpital pour lui faire du mal. Je n'ai jamais fait ce vœu, car je voulais que Makoto vive dans la peur. Son corps ne ferait que s'affaiblir. Je voulais que la peur le consume petit à petit, qu'il goûte au désespoir que j'avais ressenti dans mes rêves. Environ un mois plus tard, alors que je lisais à la bibliothèque, mon téléphone a soudainement vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. À l'autre bout du fil, la voix de la mère d'Ito, tremblante de sanglots. Georges, s'il te plaît, reviens voir Makoto. Il ne tiendra plus très longtemps. Je suis resté figé une seconde. Je ne m'attendais pas à ce que Makoto s'effondre si vite. Mais je n'ai ressenti aucune tristesse, au contraire, j'ai pensé qu'il ne méritait que ça. Nous avons déjà coupé les ponts. Sa situation ne me regarde plus. Ai-je dit calmement, d'un ton parfaitement maîtrisé. Georges, je t'en supplie. Reviens le voir. Il n'arrête pas de prononcer ton nom, il dit qu'il a eu tort, il te demande pardon. La mère d'Ito pleurait encore plus fort, sa voix remplie de désespoir. Je sais que nous avons mal agi avec toi. Nous avons été partiaux, nous avons été stupides. S'il te plaît, viens juste le voir, je t'en supplie. Je suis resté silencieux quelques secondes, puis j'ai refusé à nouveau. Non, j'ai des choses à faire. Je raccroche. Après ça, j'ai mis fin à l'appel, j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué ma lecture. Cet après-midi-là, j'ai appris la nouvelle de la mort de Makoto. C'est le troisième frère qui me l'a annoncé, il l'avait vu en ligne. Le rapport était formel, Makoto, le jeune héritier du groupe Ito, avait été retrouvé mort chez lui. La cause du décès, un arrêt cardiaque. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était réellement passé ce matin-là. La mère d'Ito était allée réveiller Makoto, frappant longuement à sa porte, mais sans aucune réponse. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a utilisé le double des clés pour entrer. Le spectacle qui l'attendait était glacial. Makoto gisait au sol, le visage d'une pâleur mortelle, ne respirant plus. À côté de lui, éparpillés, de nombreuses pilules et une note où des mots insensés étaient griffonnés, comme système, ne viens pas me chercher ou Georges, j'ai eu tort. Après l'avoir examiné, le médecin a conclu que Makoto était mort d'une crise cardiaque, provoquée par une peur et une anxiété extrême. Son corps, déjà affaibli par une terreur constante, était à bout. Plusieurs de ses organes montraient des signes de défaillance. Les parents d'Ito m'ont appelé plusieurs fois pour que j'assiste à ses funérailles, mais j'ai refusé à chaque fois. J'avais déjà coupé les ponts avec eux. L'enterrement de Makoto ne me concernait en rien. Après le dernier appel, j'ai parlé au système dans mon cœur, je veux faire un vœu. Plus de système. Ding, le souhait de l'hôte a été enregistré, plus de système. Souhait exaucé. Le système va maintenant se déconnecter. Merci d'avoir utilisé nos services. La voix mécanique a résonné une dernière fois dans mon esprit avant de disparaître complètement. J'ai poussé un immense soupir de soulagement. Mon corps tout entier semblait plus léger, comme si un fardeau écrasant venait d'être soulevé de mes épaules. Le système était enfin parti. Je n'aurais plus à subir son contrôle, ni à accomplir ces tâches étranges et insensées. Après la disparition du système, je me suis consacré à mes études. Les notes d'Anna n'ont cessé de s'améliorer, passant de première de sa spécialité à première de toute sa promotion, décrochant même une bourse nationale. Sa santé s'était aussi grandement améliorée, son teint était devenu rosé. Fini, cette pâleur maladive, elle débordait d'énergie. L'état de sa mère s'était également stabilisé. Après une période de traitement, elle pouvait se lever et marcher seule, et même s'occuper de quelques tâches ménagères légères. Son petit frère, très appliqué, a été admis dans l'un des meilleurs lycées de la ville. Il se classait parmi les meilleurs à chaque examen et appelait souvent Anna pour lui dire qu'il voulait suivre son exemple, entrer dans une bonne université et prendre soin de leur mère et de sa grande sœur. Un après-midi, Anna m'a donné rendez-vous au bord du lac de l'école. De nombreux saules pleureurs bordaient le lac, et lorsque le vent soufflait, leurs branches ondulaient doucement, comme les cheveux d'une jeune fille. La surface de l'eau scintillait sous le soleil, et parfois, un petit poisson sautait, créant des ondes à la surface. Anna portait une robe blanche, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. Elle tenait une petite marguerite à la main, et debout près du lac, elle était d'une beauté saisissante. La lumière du soleil se posait sur elle, comme si elle l'enveloppait d'un doux halo doré. Georges, m'a-t-elle appelé en me voyant, un tendre sourire aux lèvres. Elle s'est approchée de moi et a murmuré « Es-tu libre aujourd'hui? J'ai quelque chose à te dire. » « Oui, je t'écoute, ai-je répondu en souriant, sentant une pointe d'excitation monter en moi. Anna baissa la tête, pinçant délicatement la marguerite entre ses doigts. Ses joues rougirent légèrement et sa voix se fit douce et timide. « Je sais pourquoi tu me harcelais avant, merci. Sans toi, je ne sais vraiment pas ce qui serait arrivé. Ma mère ne serait être plus là. Mon frère n'aurait pas pu continuer l'école. Et j'aurais moi-même abandonné depuis longtemps. » Je suis resté figé un instant, surpris,
Comment l'as-tu découvert? Je pensais avoir si bien caché mon jeu que personne ne le saurait jamais. Ce sont tes colocataires qui me l'ont dit. Anna a relevé la tête, ses yeux remplis de gratitude. Ils m'ont dit qu'ils avaient tout vu. Le jour où tu as chassé mon père, et comment tu m'as ordonné d'arrêter de travailler et de manger correctement. Ils ont dit qu'ils connaissaient ta vraie nature. Tu ne voulais pas vraiment me faire du mal. Tu voulais m'aider. J'ai souri, me sentant heureux. Je ne m'attendais pas à ce que mes colocataires plaident ma cause. Anna me regarda, ses yeux brillants d'un mélange de timidité et d'attente. Sa voix était douce mais claire. Georges, tu me plais. Voudrais-tu être mon petit ami? Je sais que je ne suis pas encore assez bien, mais je vais travailler dur. Je vais bien étudier, trouver un bon travail, et je travaillerai dur avec toi. Ensemble. Je la regardais, sentant une douceur immense se répandre dans mon cœur, comme si je venais de boire du miel. Ma voix tremblait d'émotion quand j'ai répondu. Oui, Anna. Toi aussi tu me plais. À ces mots, Anna s'est jetée dans mes bras, fondant en larmes. Je lui ai doucement tapoté le dos. Sa chaleur m'enveloppait et un immense bonheur a rempli mon cœur. À cet instant précis, toutes les souffrances du passé se sont évaporées. Plus tard, j'ai utilisé les 5 millions pour faire quelques investissements, notamment dans des fonds stables et une jeune entreprise technologique. Contre toute attente, cette start-up a explosé, devenant rentable en moins d'un an. Mon capital de départ a été multiplié. Pendant ce temps, Anna et moi avons été admis en master à l'université. Durant nos études, nous étions inséparables, en cours, à la bibliothèque ou même à la cafétéria. Nos journées étaient simples, mais remplies de bonheur. Après notre diplôme, j'ai lancé ma propre société d'investissement. Au début, c'était une toute petite équipe. Mais grâce à mon expérience, les premiers succès sont vite arrivés et l'entreprise n'a cessé de grandir. Par la suite, j'ai financé une nouvelle rénovation de l'orphelinat. De son côté, Anna est devenue médecin dans un hôpital de renom. Elle travaillait sans relâche, avec une douceur et une patience qui ont vite conquis ses patients et ses supérieurs. Pour notre mariage, nous avons invité mes 3 colocataires et la directrice de l'orphelinat. La cérémonie était simple mais pleine de chaleur. La directrice m'a pris la main, le sourire aux lèvres, en me disant « Georges, tu as enfin trouvé le bonheur. Je suis si heureuse pour toi. » Le 3e frère et les 2 autres ont mis une ambiance incroyable, promettant même de devenir les parrains de notre futur enfant. Notre vie de couple était un vrai bonheur. Nous avons acheté une maison, ni trop grande, ni trop petite. Elle avait un balcon où Anna cultivait des fleurs. À chaque floraison, un parfum enivrant embaumait l'air. Le week-end, nous rendions visite à la directrice. On discutait, on l'aidait un peu, et on passait voir la famille d'Anna pour prendre des nouvelles de sa mère et de son frère. Quant aux parents d'Ito, leur monde s'est effondré après la mort de Makoto. Sans personne pour gérer le groupe Ito, et à cause de leurs mauvais investissements, l'entreprise a vite sombré dans la crise avant de faire faillite. Ils ont dû quitter leur villa luxueuse pour un petit appartement où ils vivaient très modestement. Le père d'Ito, anéanti par cette chute, a eu une attaque. Il est resté cloué au lit, totalement dépendant. La mère d'Ito devait donc faire les courses chaque jour et s'occuper de son mari en permanence. Ses cheveux ont blanchi d'un coup, elle paraissait bien plus vieille. Parfois, je la croisais au marché. Vêtue de vêtements bon marché, un sac en toile à la main, elle négociait les prix, si loin de son élégance d'autrefois. Quand elle m'apercevait, elle baissait la tête et accélérait le pas, n'osant jamais croiser mon regard. Je ne lui adressais pas la parole non plus. Après tout, nos liens étaient rompus. Il suffisait que chacun vive sa propre vie, tout simplement. Parfois je repense à cette version de moi-même vue en rêve, celui qui est mort seul, étouffé par le chagrin, dans une chambre miteuse. Sans ce rêve, sans le système, ma vie aurait sûrement ressemblé à ce cauchemar, persécuté par Makoto, méprisé par mes parents, pour finalement connaître une fin tragique. Mais aujourd'hui, j'ai une femme qui m'aime, des frères qui tiennent à moi, ma propre carrière et une famille heureuse. Je suis reconnaissant d'avoir pu saisir ma chance de changer mon destin. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des épreuves et des obstacles. Mais tant qu'on n'abandonne pas, qu'on reste fidèle à soi-même et qu'on garde un cœur bon, on finit toujours par trouver son propre bonheur. C'est la plus grande leçon que toute cette histoire m'a apprise.